Séance plénière à l'Assemblée nationale ce jeudi. Les députés ont délibéré sur 2 projets de loi et donné leur accord pour la création d'un bureau de certification du diamant brut et d'une direction nationale de l'état civil. La Croix-Rouge malienne loge son institut de formation socio-sanitaire dans du neuf. L'infrastructure qui a été inaugurée hier devient ainsi actrice privilégiée de la formation paramédicale à but non lucratif et à vocation sociale. Première édition de la Black Fashion Week à Prague. La mode africaine s'expose dans la capitale tchèque. Les stylistes africains souhaitent adapter les tissus africains à la mode européenne pour élargir leur clientèle. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Vous le savez, le chef de l'État est en Arabie Saoudite. En marge du pèlerinage, Amadou Toumani Touré a rencontré hier, mercredi, à Djeddah, des représentants des Maliens résidant en Arabie Saoudite. La situation au Mali et la coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Mali sont les sujets de la rencontre. Écoutons le président du Haut Conseil des Maliens d'Arabie Saoudite, Youssouf Hassan Diallo. Il est au micro de nos envoyés spéciaux, Seydou Baba Traoré, Amadou Diawara et Harbert Traoré. Il a été question surtout de prier pour le Mali, pour que la quiétude, la paix, la prospérité, l'entente puissent y régner, surtout que nous sommes à la veille d'une année électorale. Donc il a été question de faire beaucoup de prières. C'est d'ailleurs ce que le président nous a dit qu'il a eu à faire. Et c'est ce que nous avons fait, puisque nous avons tous participé à ce pèlerinage, ce voyage spirituel qui incombe à tout musulman et à toute musulmane. On a beaucoup parlé de cela, on a parlé donc des élections, et surtout du référendum. Le président s'est appesanti sur l'organisation du référendum, et puis des autres échéances qui nous attendent au cours de l'année prochaine. Et il était ressorti justement de cet entretien que la communauté malienne en Arabie Saoudite souhaiterait qu'il y ait un accord de coopération signé en bonne et due forme entre le Mali et l'Arabie Saoudite, et cela à l'instar d'autres pays voisins. Nous avons dit que le Mali étant un pays qui a entretenu des relations très anciennes avec le Hejaz à l'époque, et puis que c'était le Hejaz, donc avec l'Arabie Saoudite, il était tout à fait normal que dans le cadre des relations privilégiées qui lient nos deux pays, qu'il puisse avoir cet accord. Cela peut se faire dans le cadre d'une commission mixte, sinon même d'une haute commission mixte entre les deux pays, pour que le Mali puisse véritablement bénéficier des grandes possibilités que l'Arabie Saoudite offre, et que les autres pays qui relèvent de la juridiction de notre ambassade à Riyad, les pays du Golfe, ces opportunités donc que recèlent ces pays, notamment en termes d'emploi et autres, afin que nous puissions bénéficier, n'est-ce pas, de transferts de fonds, et que nos citoyens puissent librement travailler, vivre, s'épanouir dans ces pays musulmans, puisque nous sommes musulmans, nous sommes un pays musulman. Ouverture ce jeudi à l'Assemblée nationale d'une séance plénière qui avait 3 points à son ordre du jour. Questions orales, délibération sur une quinzaine de projets de loi et communication. Les premiers projets de loi votés sont relatifs à la création du bureau d'expertise, d'évaluation et de certification du diamant brut et à la création d'une direction nationale de l'état civil. Mahamadou Doumbia. 3 points étaient à l'ordre du jour de cette session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les questions orales adressées au ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales par le député Ibrahim Ag Mohamed Assalé, élu à Bourem. Les délibérations sur une quinzaine de projets de loi et de communication. Les séances de questions orales adressées au ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales n'ont pas eu lieu, le député Ibrahim Ag Mohamed étant en déplacement. Ensuite, au cours de la matinée, 2 projets de loi étaient à l'ordre du jour. Il s'agit du projet de loi 1104 4L portant création du bureau d'expertise, d'évaluation et de certification du diamant brut. Pour cause, la République du Mali possède un potentiel diamantifère certain, confirmé par des recherches fréquentes de diamants par les exploitants artisanaux d'or dans les zones de Kéniéba. Plusieurs autres travaux menés dans les régions de Kaye et de Sikasso ont confirmé l'existence d'un réel potentiel diamantifère dans ces 2 régions. On attend toujours d'avoir la chose pour se préparer. Nous on dit non, aujourd'hui déjà on découvre du diamant de façon artisanale.
On veut adhérer à un processus, donc on commence dès maintenant. Ça, c'est un premier point. Le second aspect, c'est qu'aujourd'hui, on peut importer du diamant. Et si on n'est pas dans le processus, on ne va pas importer. Parce qu'on dit que c'est l'importateur, l'exportateur doit être membre du processus pour pouvoir importer. Ce projet de loi a été voté à l'unanimité par les députés par 114 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le second projet de loi 11-024L est relatif à la création de la Direction nationale de l'état civil. Cette Direction nationale de l'état civil aura pour mission élaborer les éléments de la politique nationale en matière d'état civil et d'assurer la coordination et le suivi des actions des intervenants sur le territoire national dans les ambassades et les consulats. Sur le terrain, on y travaille. Mais nous pensons que la structure actuelle qui gère l'état civil n'est pas une structure suffisante compte tenu de l'ampleur et du sérieux du travail que nous devons faire face à notre état civil. Il y a lieu de reconnaître, quand on prend une personne, tout ce qu'on demande par rapport à une personne passe d'abord par son état civil. Vous voulez faire un concours, on demande d'abord votre acte de naissance. Vous partez à la banque, comme le dit quelqu'un, on demande d'abord votre acte de naissance. Vous voulez voyager, on donne d'abord votre état civil, votre passeport, et quand on donne des passeports pour vous les donner, on donne d'abord l'acte de naissance. Ce projet de loi a été voté par 112 voix pour, 0 contre, 0 abstention. La création de la Direction nationale de l'état civil fait partie d'un vaste programme qui vise à doter notre pays d'un véritable outil de planification, d'un fichier central bien maîtrisé. Autre activité de l'Assemblée nationale, l'Assemblée qui se préoccupe de la situation de nos compatriotes rentrés de Libye. D'ailleurs, une cellule de crise chargée de suivre le dossier vient d'être installée à l'Assemblée. Pour échanger sur le sujet, une délégation de députés est à l'intérieur du pays. Elle vient d'avoir des échanges avec les communautés de la région de Gao. La correspondance de Drissa Konaté. La forte délégation parlementaire posée de 15 députés a échangé avec les communautés de la région de Gao sur les questions concernant nos compatriotes rentrés de Libye. Le gouverneur de la région, le général Mamadou Adama Diallo, n'a pas manqué de faire le point des 2 missions gouvernementales ainsi que les dispositions déjà prises au niveau régional pour le bon accueil de nos compatriotes. Toutes les questions liées au retour massif des Maliens de Libye ainsi que les questions sécuritaires ont été passées au peigne fin. Durant 4 heures d'horloge, les députés venus s'enquérir des préoccupations des populations relatives à ces sujets ne sont pas restés sur leur faim. Les contributions ainsi faites serviront de documents de travail pour l'étape de Kidal où les élus doivent échanger avec les Maliens revenus de Libye. Nous avons retenu beaucoup d'enseignements sur tout ce qui doit être fait à ces compatriotes arrivés parce qu'il y a un retour massif de populations armées et non armées et aussi quelque chose de très important qui doit être su et connu, c'est l'insécurité permanente à Gao. Et ça, c'est inadmissible. Cette commission parlementaire émane d'une cellule de crise qui a pour mission de suivre le dossier relatif au retour des Maliens de Libye. Alors, nous allons chercher à nous informer où il faut, dans quel lieu aller, qui contacter, qui toucher, avec qui parler pour que l'ensemble du Mali, l'ensemble à partir du Parlement d'abord, et que tout le Mali en soit informé. Et tout ce que nous pouvons amener par le dialogue, créer un cadre de dialogue pour la sérénité et la pacification du Nord, à ce moment-là, amener quelque chose que nous pouvons apporter et renforcer l'action du gouvernement. Les participants ont bien apprécié cette approche du Parlement. Ils ont fait des contributions pour rendre le travail parlementaire plus efficace. On prépare à la rencontre les autorités administratives régionales, les élus locaux et les leaders communautaires. Ici à Bamako, audience ce matin au Haut Conseil des collectivités. Le président Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Aïdara a reçu le nouvel ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Mali pour une prise de contact. Il a été question du système de gouvernance des 2 pays et du processus de décentralisation dans lequel le Royaume est fortement impliqué ici au Mali. Écoutons l'ambassadeur Martine Branwer au micro de Nyanya Alou Traoré.
Arrivé il y a 2 mois et maintenant c'est une visite, la première visite, une visite de courtoisie, mais aussi nous avons discuté développement au Mali maintenant. Le système de gouvernance au Mali, nous avons comparé un petit peu avec le système de gouvernance aux Pays-Bas et il y a des différences naturellement et c'est très intéressant. Nous avons aussi discuté quelles sont vraiment les liaisons entre le système de gouvernance national et le système de gouvernance des collectivités et des communes. Pour un bailleur comme les Pays-Bas, avec un programme de l'appui pour le développement, ce sont vraiment les Maliens qui vont bénéficier de ce programme. Donc, les liaisons entre le niveau national et le niveau de commune, c'est pour nous c'est très important. 8e séance du forum multi-acteurs sur la gouvernance au Mali. Le forum s'est intéressé aux enjeux et défis de la gouvernance de la fiscalité au Mali. Participent à cette rencontre tous les acteurs intervenant dans le domaine de la fiscalité au Mali. Reportage signé Nono Dambélé. En lien direct avec la 4e séance ayant porté sur le thème « La gouvernance de l'aide au Mali », cette 8e séance ouvre le débat sur la gouvernance de la fiscalité au Mali. C'est ce qui explique d'ailleurs le nombre et la pertinence des communications figurant à son agenda. Communications qui vont du rappel historique des réformes fiscales au Mali à la dynamique du secteur informel au Mali, quel engagement pour la mobilisation des recettes internes en passant par la détermination des facteurs de blocage socio-culturel au paiement des impôts, les perspectives pour une mobilisation efficace et efficiente des ressources fiscales au Mali. Ces communications ont été complétées par un exposé portant sur l'expérience malgache en matière de gouvernance fiscale. Processus hérité de la dynamique amorcée par le colloque international de Bamako de 2007, le forum depuis son lancement en 2008 a connu 7 séances. Les débats en plénière vont permettre aux participants de dégager une stratégie claire de la réforme fiscale, de chercher de nouvelles orientations pour la réforme et d'élaborer enfin un plan d'action portant sur la modernisation et la simplification de la législation fiscale. Les élections de 2012 se préparent activement aux États-Unis. La représentation diplomatique du Mali sur place est à pied d'œuvre pour que tout le processus se déroule dans de meilleures conditions. Parallèlement, le démembrement local de la CENI vient d'être mis en place avec comme membres 2 partis politiques et la société civile représentée par le Haut Conseil des Maliens des États-Unis. Notre correspondant permanent à Washington, Salif Sanogo, nous fait le point. Le processus électoral garde le bon tempo aux États-Unis. Au niveau de l'ambassade du Mali à Washington, toutes les dispositions ont été prises afin que les différentes opérations se déroulent dans de bonnes conditions. Ainsi, la révision exceptionnelle des listes suit son cours normal. Pour les échéances de 2012, contrairement à 2007, où il n'y avait que 4 bureaux de vote, ce sont 15 bureaux de vote qui seront créés cette fois-ci dans une dizaine d'États afin de rapprocher davantage les centres de vote aux électeurs puisque les procurations ne sont plus autorisées. De leur côté, les partis politiques représentés sur place se sont mis d'accord en désignant leurs 2 représentants, en l'occurrence le RPM et la SNAS face au RR, ainsi que le représentant de la société civile pour constituer la commission électorale d'ambassade. Un travail fait sur la base du consensus et sous la supervision d'une délégation de la CENI venue spécialement de Bamako et conduite par Moussa Kene Kodio et Dionkunda Samabali. Les opérations de révision et d'inscription se déroulent dans les locaux de l'ambassade du Mali à Washington jusqu'à la fin du mois. L'économie européenne reste fragilisée. Le Fonds monétaire international et l'Union européenne ont exhorté ce jeudi Rome à faire preuve de clarté politique dans ses efforts pour lutter contre la crise de la dette, soulignant que l'incertitude entourant le prochain chef du gouvernement italien alimentait la volatilité des marchés. Un candidat est déjà pressenti pour succéder à Silvio Berlusconi en Italie, pendant qu'en Grèce, la formation d'un gouvernement est presque en cours. Les incertitudes politiques en Italie et en Grèce pèsent toujours sur l'économie de la zone euro, plus que jamais fragilisée par sa dette et sa croissance en berne.
Le départ annoncé de Silvio Berlusconi n'a pas suffi à calmer toutes les inquiétudes. Le FMI et l'Union européenne veulent maintenant connaître le nom et les intentions de son successeur. Il pourrait s'agir de Mario Monti, pressenti jeudi par le président italien Napolitano et l'ensemble de la presse italienne. L'ancien commissaire européen pourrait succéder rapidement au Cavaliere. Les choses ont changé en Italie depuis la nuit dernière et nous attendons la formation du nouveau gouvernement italien. Mais le prochain gouvernement devra respecter tous les engagements énoncés par Silvio Berlusconi au dernier sommet européen. L'envolée des taux d'intérêt de la dette italienne mardi avait semé un vent de panique sur les marchés. Avec des taux proches de 7%, l'Italie est entrée dans la zone rouge. L'arrivée de Mario Monti pourrait rassurer les marchés. On attend de voir si les investisseurs se remettent à acheter des bons du Trésor italien, sinon la zone euro va vers de gros problèmes. Le monde a également les yeux braqués sur la Grèce, qui cherche depuis une semaine un successeur au Premier ministre Georges Papandréou. De longues tractations entre les partis grecs ont abouti jeudi au nom de Loukas Papademos. L'ex-vice-président de la Banque Centrale Européenne a été chargé de former un gouvernement de large coalition. Retour chez nous, les nouveaux bâtiments de l'Institut de formation socio-sanitaire de la Croix-Rouge du Mali ont été inaugurés hier. L'Institut se positionne désormais comme un acteur majeur de la formation paramédicale à but non lucratif et à vocation sociale. Ibrahima Traoré. Le nouvel Institut national de formation socio-sanitaire de la Croix-Rouge malienne est situé à Djelibougou, en commune 1 du district de Bamako. Avec ses 6 salles de classe, ses bâtiments administratifs et ses laboratoires, la structure a une capacité d'accueil de plus de 300 étudiants. On y accède avec le DEF et le baccalauréat. L'Institut offre donc des formations de techniciens supérieurs et de techniciens de santé. Nous formons 2 niveaux. Au niveau des aides-soignants que nous avons toujours fait, et désormais au niveau des infirmiers et des sages-femmes que nous sommes en train de développer, en attendant plus tard dans une autre étape d'aller à professionnaliser ces professions paramédicales. Le but de ce nouvel institut est d'améliorer les capacités de formation paramédicale au Mali. Il est le fruit d'un partenariat entre la Croix-Rouge du Mali, celle de la France et du Croissant-Rouge marocain. Tous disent œuvrer désormais et toujours ensemble pour la même cause, alléger les souffrances humaines. Le bilan est encourageant, je vous le livre. 5 instituts, 2 au Maroc, à Tétouan. Demain, à Casa, je serai à côté du Croissant-Rouge marocain, dans une cérémonie à peu près semblable à celle d'aujourd'hui. Mais nous avons également fait un institut au Burundi, nous l'avons fait en République centrafricaine et aujourd'hui nous le faisons au Mali. Demain, nous le ferons en Haïti. Au total, déjà plus de 1700 personnes formées. Le ministre du Développement social, de la solidarité et des personnes âgées a réitéré l'engagement du gouvernement malien à soutenir cette initiative qui favorise l'intégration des populations défavorisées. Votre présence ici aujourd'hui en ces lieux où sont implantés ces resplendissants et fonctionnels locaux que nous inaugurons illustre parfaitement votre souhait de nous écouter et surtout mieux comprendre nos ambitions et nos préoccupations. C'est bien cela, être partenaire et ami. Au cours de cet événement, les instituts de la Croix-Rouge française, de la Croix-Rouge malienne et du Croissant-Rouge marocain ont signé une série de conventions de jumelage. Ces accords visent à mettre en place un réseau d'instituts de formation paramédicale. Autre inauguration, cette fois à Kiban, c'est dans le cercle de Banamba, d'un bloc sanitaire. L'infrastructure est l'œuvre des ressortissants de Kiban vivant en Angola. Coût de réalisation plus de 40 millions de francs CFA. Cet appui de la diaspora permet de renforcer le dispositif sanitaire de la commune rurale de Kiban. Au RTM Koulikoro, reportage Seydou Traoré. C'est un bloc sanitaire flambant neuf et bien équipé que les ressortissants de Kiban en Angola ont offert à la population de Kiban. L'infrastructure en dalle est composée de 2 salles d'hospitalisation, 2 salles de consultation, un laboratoire, une salle d'odonto, une pharmacie, bref tout ce qu'il faut pour assurer la prise en charge des patients.
Le montant de réalisation et d'équipement s'élève à plus de 40 millions de francs CFA, dont une contribution de 5 millions de francs CFA des populations et 35 millions de francs CFA des fils de Cuba en Angola. La migration en milieu soniqué est une question millionnaire et chaque génération de migration apporte sa contribution à la consécration des meilleures conditions de vie à la maison. Chez nous, je vais dire à Cuba. Cubanais de la diaspora, songez à appuyer vos parents dans le paiement des impôts et taxes qu'ils doivent obligatoirement chaque année. Soyez rassurés que, une fois ce défi relevé, je pourrai en votre nom prétendre au titre de meilleure commune du Mali. Ce beau geste des Cubanais de la diaspora a été mis à profit pour remettre des diplômes de reconnaissance à certains anciens qui ont toujours œuvré pour la bonne santé des populations, quand on sait que la localité a eu son premier dispensaire en 1957. En remerciant le Fonds de solidarité nationale pour son appui, le maire de Kiba, Moustapha Diakité, a invité les populations à une plus grande fréquentation du CESCOM. Fin de l'atelier sur l'introduction du guide régional sur la gestion des pesticides organisé par le ministère de la Santé et l'OMS. L'atelier a permis de formuler des recommandations qui devront contribuer à lutter efficacement contre les maladies à transmission vectorielle. De quelles recommandations s'agit-il? La réponse avec Brahima Kone. C'est une vingtaine d'experts de l'agriculture, de la santé et de l'environnement venus du Congo-Brazzaville, de l'Éthiopie et du Mali qui a participé à cet atelier. Un atelier qui vise à élaborer un cadre législatif et réglementaire pour une bonne gestion des pesticides. Une bonne gestion des pesticides doit comporter les éléments suivants. La sélection des méthodes de lutte qui ont fait leurs preuves sur la base de la biologie et de l'écologie locale des vecteurs, de la transmission de la maladie et de la morbidité, de l'utilisation des diverses interventions, séparément ou en association et souvent en synergie, la collaboration au sein du secteur de la santé avec d'autres secteurs, qu'il s'agisse du secteur public ou privé, pour agir sur la reproduction des vecteurs. Ceci requiert aussi l'engagement des communautés locales avec d'autres parties intéressées. Et ceci requiert encore un cadre réglementaire et législatif de la santé publique. Ensuite, un usage rationnel des insecticides. Enfin, de bonnes pratiques de gestion. Cet atelier sur l'introduction du guide régional pour le développement de la politique nationale sur la gestion des pesticides aura permis de formuler des recommandations. Il s'agit entre autres d'amender la politique de la gestion des pesticides, de valider cette politique et d'élaborer un plan national pour le suivi de l'application de la dite politique. Ces recommandations devront servir de guide pour l'utilisation rationnelle et efficace des pesticides au Mali. La 4e édition des journées minières et pétrolières du Mali vient de prendre fin après 3 jours d'intenses travaux sur l'avenir du secteur dans notre pays. Après discussion et échange autour d'une dizaine de thématiques liées à la diversification de la production minière, les 700 participants de la rencontre recommandent entre autres une plus grande mobilisation des bailleurs de fonds, nous informe Aboubakar Maïga. La 4e consécration des journées minières et pétrolières du Mali termine sur des bonnes notes pour l'avenir du secteur. Elle a été pendant 3 jours mise à profit par 700 participants africains, européens, australiens, américains et asiatiques pour discuter des préoccupations actuelles de la filière. 10 thématiques ont permis à une centaine de spécialistes de s'exprimer sur les difficultés et les défis de la production minière et pétrolière dans notre pays et dans le monde. En se penchant ainsi sur les thèmes centraux, la diversification de la production minière pour un développement durable au Mali, il recommande entre autres d'accentuer les efforts pour la sauvegarde et l'entretien de l'environnement des sites d'exploitation. Les participants recommandent aux acteurs de l'industrie minière et pétrolière d'observer les règles de bonne gouvernance à travers le dialogue, la sensibilisation et l'information des acteurs. Les participants saluent les efforts déployés par le Mali qui ont abouti à la conformité de notre pays à l'ITIE. Il salue également la création du compte d'affectation spéciale des ressources de l'or
et invite les autorités à investir davantage dans la recherche d'autres substances mineures dans le cadre de la diversification. Les participants recommandent une forte conjugaison des administrations minières pour le renforcement de la coopération sur-régionale à travers la réalisation de projets intégrateurs pour une meilleure valorisation des ressources transfrontalières. Les participants, enfin, saluent la création de l'école africaine des mines. Ces journées ont brillé aussi par la participation d'une soixantaine de sociétés minières et pétrolières nationales qui se sont mises en valeur à travers des stands d'exposition et un salon de partenariat organisé en marge de la rencontre. En félicitant les participants, le ministre Cissé a attiré leur attention sur la nécessité de la paix dans les zones de production minière afin d'inciter plus d'investisseurs au Mali. On souhaite que tous ceux-là qui investissent au Mali, qui exportent quelque chose, trouvent et arrive à exploiter afin que le peuple malien puisse bénéficier, afin que l'on puisse pousser notre économie. Nous sommes dans un ministère très stratégique et très important pour le peuple malien, parce que quand même nous constituons, on aime le dire, 70% des exports du Mali et 5% du PIB, ce n'est pas une petite chose. Donc on souhaiterait que le secteur privé, le monde privé accompagne le département pour qu'ensemble on puisse créer un partenariat gagnant-gagnant. Si l'ensemble des participants de cette 4e édition des journées minières et pétrolières ont été gratifiés d'attestations, certains responsables du secteur ont été singulièrement salués pour leur implication dans l'organisation de cette rencontre internationale. Cette initiative qui date de 2005 est devenue aujourd'hui un véritable espace de promotion des services miniers au Mali. Le Mali, le Sénégal et les Pays-Bas sont réunis à Sikasso pour échanger sur les activités du projet Agri-Profocus. Il s'agira d'évaluer les besoins et possibilités du projet pour améliorer ses interventions dans le monde rural. Compte rendu de l'atelier ORTM Sikasso, Sekou Konaté et Famoussa Magassa. En initiant cet espace, Agri-Profocus, un partenariat d'organisations néerlandaises et africaines, veut mettre en relation les acteurs du monde rural, les partenaires techniques et financiers, afin de mieux rentabiliser les exploitations agricoles familiales africaines à travers la mise en place d'une plateforme multi-acteurs dénommée AgriHub. L'atelier que nous réunit aujourd'hui est l'occasion de matérialiser les intentions des partenaires intervenants au Mali, du réseau Agri-Profocus et leurs partenaires locaux, pour lancer le processus d'action conjointe autour de l'AgriHub. Une démarche qui constitue une réponse à l'impérieux besoin d'améliorer l'interaction positive entre différents partenaires. En ce jour, je suis particulièrement heureux que nos partenaires néerlandais, à travers Agri-Profocus, aient compris l'importance de ces enjeux en décidant de s'unir pour mettre en place un AgriHub qui sera au service des producteurs de la région de Sikasso. En tant que principaux partenaires de la future plateforme AgriHub de Sikasso, nous sommes donc particulièrement heureux que les principales contraintes auxquelles nous sommes confrontés trouveront des voies de solution. Les participants venus du Mali, du Sénégal et des Pays-Bas mettront donc les 3 jours à profit pour analyser à fond les problématiques afin d'aboutir à un mécanisme durable pour la promotion de l'entrepreneuriat paysan. L'agriculture est le pilier de l'économie malienne et occupe près de 70% de la population active. Tout effort et toute stratégie tendant à promouvoir cette agriculture ou à améliorer les conditions de vie du monde paysan sont encouragés et soutenus par les autorités régionales de Sikasso. À signaler que Agri-Profocus est déjà dans plusieurs pays africains. Nous restons à Sikasso avec la tenue de la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de la 3e région. Ordre du jour, examen du rapport d'activité, projet de budget et perspectives. Depuis Sikasso, le compte-rendu de Fatoumata Diallo. Cette première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Sikasso-Susim se veut un cadre de renforcement de capacité des entreprises et de la promotion de l'économie locale. Elle traduit ainsi la ferme détermination des responsables de l'institution à traduire en actes concrets le mécanisme de planification basé sur la gestion axée sur le résultat. Et j'avoue que cette année, au sortir de cet exercice 2011, on était à un budget de fonctionnement de 22 millions environ et 18 millions et quelques en activité,
qui a été parfaitement exécutée. Et pour le budget 2012, elle se chiffre à peu près à 71 millions. La CECIM de Sikasso se porte très bien. Cependant, le porte-parole de la CECIM, délégation de Sikasso, n'a pas manqué de souligner certaines de leurs préoccupations dues à la crise conjoncturelle et le chef de l'exécutif régional d'appeler les uns et les autres à plus de solidarité et d'entente. Au moment où les conditions sont plus que jamais réunies pour le décollage économique global de la région, vous devez conjuguer vos efforts pour traduire cette disponibilité en opportunités d'affaires et réussir ce décollage d'une région qui a beaucoup souffert des 10 années de la crise ivoirienne. L'heure est donc au compromis, à la concorde et à la solidarité régionale et sous-régionale. Le point d'exécution du rapport d'activité et du budget 2011, l'examen et l'adoption du plan d'action 2012 ont été, entre autres, quelques pistes de réflexion des participants. Des experts commerciaux venus des États-Unis et d'Europe vont former quelques groupes d'agents de la CEDEAO à l'analyse et à la gestion des risques. Une formation financée par l'USAID et les Pays-Bas pour renforcer les capacités des agents douaniers dans l'espace CEDEAO, nous explique Mariam Sagara. Les échanges commerciaux prennent une allure complexe dans un contexte mondial. Du coup, ils deviennent un enjeu capital pour l'administration des douanes qui cherche à prévenir les manœuvres frauduleuses. Les douaniers de la CEDEAO se familiarisent ainsi avec l'analyse et la gestion des risques pour pallier le déficit dans un climat des affaires. Cette approche moderne du contrôle douanier découle de la Convention de Kyoto révisée, à laquelle le Mali a adhéré et est basée sur les nouvelles technologies de l'information, l'assistance administrative mutuelle internationale et le partenariat entre la douane, l'entreprise et le citoyen. Pour être conforme avec toutes les règles commerciales actuelles, la Banque mondiale entend appuyer les agents pour maîtriser les stratégies et outils de gestion des risques pour une harmonie des intérêts commerciaux. Des progrès notoires ont été faits par la Direction générale des douanes en matière de réforme en vue de fluidifier le commerce transfrontalier au Mali. Cette connaissance approfondie de la part des agents pour le contrôle commercial dessine un nouveau cadre de gestion dans l'espace CEDEAO. L'école de maintien de la paix à l'Une-Blondin-Bay a obtenu ce matin la 10e session ordinaire de son conseil d'administration. Pour la réalisation de ses activités 2012, la structure entend mobiliser plus d'1 milliard de francs CFA. Pour ce faire, elle compte aller à la recherche de nouveaux partenaires. Amadou Sankari. Pour les années à venir, l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondin-Bay entend maintenir la cadence en matière de formation. Si en 2011, elle a mené 34 activités de formation au bénéfice de 10 063 stagiaires, en 2012, l'école ambitionne de donner 56 actions de formation, dont 12 à l'extérieur. Toujours en 2012, l'établissement s'attellera à l'élaboration d'un plan stratégique à plus long terme qui couvrirait une période d'au moins 3 à 5 ans, ce qui lui permettra certainement d'avoir une meilleure maîtrise de ses projets et de leur financement. Cette année, quand même, nous allons avoir un besoin de financement croissant parce que le budget va certainement évoluer à peu près de 24%, ce que nous proposons de demander à nos partenaires. Ceci n'est pas dû en fait à l'augmentation des stagiaires, mais plutôt à l'augmentation des stages, ce qui est différent. Nous avons donc d'autres stages qu'on nous a demandé, de nouveaux stages que nous allons programmer, et ensuite un besoin d'infrastructures pour augmenter la capacité d'hébergement de l'école, puisque jusqu'à présent, malheureusement, les demandes sont supérieures aux possibilités d'offres de l'école. C'est un peu dans ce sens que nous allons engager les gens. Grâce à sa performance, l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondin-Bay est parvenue à élargir son cercle d'audience et est devenue du coup une destination pour plusieurs pays. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, cet élan doit être maintenu. L'école de maintien de la paix poursuit normalement le programme d'instruction que nous avons approuvé en début d'année, en même temps qu'elle s'emploie à honorer ses engagements vis-à-vis des institutions sœurs et des organisations auxquelles elle a adhéré. La désignation de l'école de maintien de la paix de Bamako à la présidence de l'Association africaine des formateurs au soutien de la paix lors de l'Assemblée générale de l'organisation continentale tenue au Caire en Égypte du 23 au 28 octobre 2011
vient récompenser les efforts de l'ensemble du personnel de l'école au service de la paix. J'exhorte l'encadrement à porter haut le flambeau des centres africains à la conférence de l'IAPSTC qui se tiendra dans quelques jours en Pennsylvanie, aux États-Unis d'Amérique, du 14 au 20 novembre 2011. Pour l'année 2011, les femmes représentent 10% des stagiaires reçus par le centre. Parlons à présent de mode. Les stylistes africains sont à la conquête de la République tchèque. Ils viennent d'organiser un marathon de la Black Fashion Week à Prague sur initiative d'une styliste franco-sénégalaise. Les stylistes africains ambitionnent d'adapter les tissus africains à la mode européenne pour élargir leur clientèle. La République tchèque peut être un nouveau marché pour les stylistes africains. Prague est la première ville européenne du marathon de la Black Fashion Week, organisée par Adama Paris. La styliste franco-sénégalaise propose une collection de robes en basin. Comme le tissu est utilisé vraiment que pour les boubous, les choses comme ça, donc j'ai voulu en faire un truc un peu moderne, des robes modernes. Parce qu'en Afrique, on les utilise que pour les cérémonies, les mariages. À travers leurs modèles, les créateurs africains expriment leur vision du continent et de la mode. Dans sa collection intitulée Lien, la styliste sénégalaise Mam Fagei utilise plusieurs symboles pour rendre hommage à la femme. C'est un combat de la femme. C'est la femme qui porte tous ces liens-là et qui amène ces relations-là, qui arrange tous les problèmes dans les familles, dans la société aussi. De l'Afrique, dans les matières et les teintes chez Iman Aïssi. Du marron conçu à partir de cacao, pour le styliste camerounais, s'adapter à une clientèle internationale est une nécessité. Nous sommes obligés de revoir la manière de fabriquer nos produits pour adapter à d'autres cultures. Le show semble avoir convaincu les professionnels tchèques. C'est vraiment très contrasté, sculpturel, couleurs fantastiques, les matériaux sont incroyables, c'est vraiment très bon. Après ce succès, Prague aura de nouveau rendez-vous avec l'Afrique au mois de juin pour la Summer Black Fashion Week. Voilà, c'est avec ces images de la mode africaine que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, formation continue avec Aïssata Ibrahim Maïga. Demain, dans la mi-journée, retrouvez Nyanya Alou Traoré. Quant aux éditions du soir, j'y arrive. Elles vous seront présentées par Alassane Suleiman. Merci et bonne suite de programme à tous sur l'ORTM.